Si tu investis et que tu suis un petit peu l'actu des marchés, les 2 dernières semaines ont été juste un bain de sang qui n'a fait qu'accentuer un mouvement qui avait déjà commencé depuis le début de l'année. Si on regarde quelques gros indices dont je parle souvent, on voit ce type de performance-là. Le S&P 500 a fait moins 15% depuis le début de l'année. Le Dow Jones est à moins 11%, le Nasdaq 100 à moins 24%, le CAC 40 à moins 9% et le DAX à moins 12%. Et si on regarde du côté des actions que j'aime bien, le début d'année n'a pas été plus glorieux. On a Apple qui est à moins 17 depuis le début de l'année, Tesla à moins 27, Netflix à moins 68, Amazon moins 32, Coinbase, on n'en parle pas, moins 73, Nvidia moins 39. Donc oui, clairement, ça fait très très mal. Tout est en rouge et on ne voit pas beaucoup de signes d'amélioration. Et là, pour le moment, je ne parlais que du marché action, mais si on regarde du côté des cryptos, c'est encore pire. C'est pas compliqué, depuis le début de l'année, je suis à quelque chose comme moins 58% sur mon portefeuille crypto, et clairement, je pense que c'est que le début. Et le problème dans ce contexte-là, c'est qu'on a un bon nombre d'investisseurs particuliers, moi y compris, qui sont assez nouveaux dans l'investissement, et que c'est la première fois qu'on subit autant que ça, qu'on a autant de douleurs que ça dans le marché. Alors oui, il y avait déjà eu quelques moments, quelques événements un petit peu douloureux, quelques moments qui étaient un petit peu douloureux en 2020 et en 2021 avec la crise sanitaire, mais on s'en était relativement vite revu. Ce coup-ci, en revanche, la douleur va a priori continuer et peut-être même s'aggraver, et du coup la plupart des gens ont peur, ne savent pas exactement quoi faire, et se demandent si, 1, il faut continuer à investir en 2022, et 2, comment investir en 2022 si oui, il faut continuer à investir. Et donc c'est à ça qu'on essaie de répondre dans cette vidéo. Donc on va y répondre en 4 parties. Première partie, on va parler un petit peu des causes de la situation actuelle, des causes du crash qu'on voit en ce moment. Ensuite, on va répondre à si oui ou non ça vaut le coup d'investir, et pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'investir, parce que, spoiler alert, ça vaut le coup d'investir en ce moment. Ensuite, on va parler un petit peu des stratégies qu'on peut mettre en place pour tirer son épingle du jeu en 2022. Et enfin, je donnerai mon avis un petit peu sur la situation du marché en 2022 et ce que je pense qu'il va se passer sur le reste de l'année et 2023 et peut-être même 2024. Donc du coup, avant de parler des solutions, il faut d'abord connaître les causes de ce crash. Pourquoi est-ce que tout se casse la tronche en 2022? Et les raisons de ce crash-là, forcément, elles vont nous donner quelques pistes de réflexion pour ce que l'on doit faire par la suite. La première raison, c'est évidemment l'inflation. On en a déjà parlé dans 2 vidéos précédentes, donc je vais pas m'attarder dessus à outrance, mais on a atteint des niveaux records qui ont fortement impacté les ménages dans le monde entier et qui ont réduit considérablement leur pouvoir d'achat. Forcément, quand on a moins de pouvoir d'achat, on achète moins de choses, en particulier moins de choses superflues comme un nouveau téléphone ou le dernier gadget vendu sur Amazon et que tu as vu sur TikTok. Du coup, les entreprises qui vendent ces produits et ces services qui sont devenus un petit peu superflus, qui étaient déjà un peu superflus mais qui se sont vraiment révélés comme superflus, elles perdent aujourd'hui pas mal de revenus et donc forcément leurs actions baissent. Et le problème avec cette inflation, c'est qu'elle est là pour durer. Aux USA, la Fed a annoncé en fin d'année dernière que l'inflation serait transitoire et cette année, elle a annoncé que finalement, elle pensait qu'elle allait probablement se maintenir au-dessus des 6% pendant plusieurs années. Donc les entreprises, forcément, elles vont faire des prévisions de chiffres à la baisse en raison de ce contexte inflationniste, ce qui forcément affole les investisseurs qui se mettent à vendre, parfois à raison, et parfois de façon un peu, voire beaucoup disproportionnée, et donc du coup, on a le prix des actions qui baisse. Pour ne rien arranger, on a la Fed qui a en plus accéléré son planning de remontée des taux directeurs, qui ont pris 0,5% lors du dernier meeting dans le but de freiner l'inflation, mais pour le moment, ça freine plus les investissements et les marchés qu'autre chose. Jérôme Powell, ensuite, le directeur de la Fed, donc, a aussi annoncé qu'ils allaient commencer à revendre tous les actifs qu'ils avaient achetés pendant la crise sanitaire en 2020 et en 2021. Et forcément, le fait qu'ils vont revendre ces actifs-là, ça va aussi rajouter une pression supplémentaire sur les marchés à la vente. Et forcément, ça va accélérer du coup les mouvements de baisse. Ensuite, dans les autres événements pas drôles, on a évidemment la guerre en Ukraine, qui impacte le prix de l'énergie et les prix de la nourriture dans le monde entier. Forcément, quand l'énergie est impactée, ça impacte tous les secteurs et toutes les industries. Ça impacte en plus tous les pays du monde. Ces industries-là, forcément, elles sont dans des conditions où elles peuvent moins produire. Quand on produit moins, on vend moins. Quand on vend moins, on fait des moins bons résultats. On tape dans ses réserves de cash, on décide de licencier, on ferme quelques usines, on ferme des filiales, on fait ce genre de pratiques-là. Et forcément, quand on annonce tout ça aux investisseurs, là aussi, ça leur donne envie de vendre. Et forcément, ça fait baisser le prix des actions. Toujours dans les trucs pas drôles, ensuite on a le Covid en Chine avec un confinement ultra dur qui ralentit la première économie productrice au monde. Et forcément, ça impacte là aussi nos entreprises à nous et leurs résultats. Et donc, ça continue également là à faire baisser le prix des actions. Donc ça, c'est un peu les 3 grandes causes du moment, mais par-dessus ça, viennent se rajouter d'autres choses qui ont aussi des gros impacts à mon avis, mais qui sont peut-être un petit peu sous-estimées et dont on parle un petit peu moins. Une des premières choses qui est sous-estimée pour moi, c'est que depuis 2018, on a une nouvelle classe d'investisseurs qui sont apparus avec la démocratisation de la bourse et de l'investissement, et que ces nouveaux investisseurs, ils ont plusieurs défauts. Le premier, c'est qu'il y a une majorité de ces investisseurs qui n'investissent que par mouvement de foule sans faire leur travail d'investisseur. Et donc on arrive à des actions du style si tout le monde achète du Tesla, je vais acheter du Tesla, et si tout le monde vend du Tesla, je vais vendre du Tesla. Alors que la bonne attitude, ce serait plutôt d'aller faire ses recherches sur Tesla, de connaître leurs indicateurs, leur santé financière, les marchés automobiles sur lesquels ils évoluent,
leur concurrence, leurs avantages concurrentiels, les avantages aussi réglementaires qu'ils peuvent avoir, puisqu'il y a des subventions, tout ça. Mais ça, il y a assez peu de monde qui le fait, et ça peut amener à des situations où on a des actions qui chutent de manière, à mon avis, disproportionnée. Le dernier exemple en date, ça va être Netflix. Netflix, c'est une entreprise qui a, elle seule, complètement changé l'industrie du cinéma et des séries. C'est une entreprise qui possède aujourd'hui une quantité non négligeable de propriété intellectuelle, qui a le 3e plus gros budget au monde en termes de production en 2022, et qui a fait des résultats tout simplement exceptionnels depuis 10 ans. Alors, et en plus de ça, ces résultats forcément se sont accentués pendant la crise sanitaire. Mais le problème, c'est que Netflix a annoncé une baisse d'abonnés pour la première fois depuis 10 ans pour son premier trimestre 2022, alors qu'elle s'attendait à une forte augmentation, une forte progression de un peu plus de 2 millions d'abonnés. Et même si cette baisse, c'est certes une mauvaise nouvelle, il faut la relativiser un petit peu. Netflix a perdu à peu près 200 000 abonnés sur ses 221,6 millions. Ça représente 0,1%. Et cette annonce, elle a envoyé l'action se cracher puisqu'elle a perdu 37% la semaine qui a suivi. Et ensuite, la chute a continué et elle a perdu au total 46% depuis. Et donc même si effectivement le fait d'avoir raté la target d'abonnés, plus que ce soit la première baisse depuis 10 ans, plus la concurrence accrue sur le secteur, ce sont des arguments qui justifient une correction du prix de l'action, mais je suis pas sûr que moins 68% au total depuis le début de l'année, ce soit quelque chose de justifié. À mon avis, Netflix n'a pas perdu les 2/3 de sa valeur aujourd'hui, alors qu'ils ont encore plus de 220 millions d'abonnés. C'est juste, ils n'ont pas perdu les 2/3 de leur valeur d'un coup comme ça, ils n'ont pas perdu leur propriété intellectuelle, ils n'ont pas perdu tout ça. Et là, ce qu'on voit, c'est typiquement de la surréaction d'investisseurs qui suivent le mouvement, plutôt que de faire leurs recherches et qui du coup vont vendre parce que les autres vendent, sans vraiment identifier est-ce que, oui ou non, Netflix à 50%, ça valait encore, une fois que Netflix avait baissé de 50% sur le marché, est-ce que ça valait encore le coup de vendre l'action Netflix, ou est-ce qu'à moins 50%, c'était un bon prix pour garder l'action Netflix. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voit en ce moment. Mais la deuxième chose avec ces nouveaux investisseurs, c'est que c'est la première fois qu'ils connaissent un marché baissier, et que beaucoup d'entre eux ne savent pas réagir correctement. Et qu'on soit très très clair, hein, quand tu as investi tes économies dans la bourse et que tu vois tes 30 000 euros devenir 25 000, puis 18 000, puis 15 000, puis peut-être 12 000, tu commences à paniquer. Tu vends et surtout tu arrêtes d'acheter. Et clairement, hein, ce sont les deux réactions les plus normales qui soient, mais tous les investisseurs aguerris te le diront, c'est le pire comportement à avoir. Quand le marché est baissier comme ça, oui, il faut absolument vendre les actions dont les fondamentaux ne sont pas ou ne sont plus solides, donc les entreprises dont la santé s'est dégradée. Mais il faut surtout pas vendre celles qui sont solides et qui ont un avenir radieux devant elles et qui vont sans aucun doute remonter. Il faut même en profiter pour aller racheter ces actions-là. Mais ça demande beaucoup de sang-froid, ça demande de contrôler son aversion au risque, ce qui, même si c'est très facile à dire dans cette vidéo-là, est en réalité très compliqué à faire parce que c'est ton argent, que t'as pas envie de le perdre, que tu es inquiet, que t'as peur, tout ça et tout. Et donc ça aussi, ça accélère les mouvements de baisse sur le marché. Et puis enfin, on a, en plus de cet événement, de ce nouveau profil d'investisseur, on a des petits événements catastrophes à droite et à gauche. Typiquement, la semaine dernière, sur le marché des cryptos, on a eu une des cryptos du top 10, le Luna, qui a rencontré un problème et dont la proposition de valeur s'est révélée ne pas fonctionner, voire être carrément fausse. Et du coup, forcément, elle s'est écrasée et on est passé en 10 jours de quelque chose comme 83 $ à 0 $. Et il est très probable que le Luna ne s'en remettra jamais et que toutes les personnes qui en détiennent, moi y compris du coup, ne récupéreront pas un centime. C'est ce qu'on appelle un Black Swan Event, donc un événement signe noir en français. Ça arrive de temps en temps, surtout sur les marchés qui manquent de régulation comme le marché de crypto-monnaie. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Le problème, c'est que cette chute du Luna, qui n'est pas un petit événement, hein, une crypto du top 10 qui s'écrase comme ça, c'est pas un petit événement dans l'écosystème crypto. Forcément, ça a entraîné tout l'écosystème avec, et ça a fait perdre au marché quelque chose comme 400 milliards en l'espace de quelques jours. Donc ça, là aussi, il y a eu beaucoup de douleur, et du coup, bah forcément, ça rajoute de la pression au marché qui était déjà baissier. Donc ça, on n'y peut rien, hein. C'est un peu dû à des raisons, c'est un petit peu dû aux raisons quand même dont je parlais plus tôt, notamment avec la Fed, mais ça aurait pu arriver sans ça de toute façon, donc on n'y peut pas grand-chose. Donc voilà un inventaire un petit peu des causes du crash actuel, même si c'est clairement pas exhaustif, ça permet de se donner quelques clés de compréhension pour la suite de la vidéo. Alors maintenant, faut-il investir? La réponse à ça, elle est très très simple, c'est oui. Oui, il faut continuer à investir, c'est pas compliqué, il y a 3 grandes règles à respecter quand on investit en bourse. La première, c'est investir dans ce que l'on comprend et dans ce que l'on connaît. D'accord. La deuxième, c'est être diversifié pour mitiger les risques. Et la troisième, c'est investir de façon régulière et de façon continue. Et donc forcément, s'il faut investir de façon régulière et de façon continue, il faut continuer à le faire, y compris pendant les périodes de crash. Et l'importance de cette règle, c'est quelque chose qui a été documenté par 2 études distinctes réalisées par 2 banques aux États-Unis. D'un côté Fidelity et de l'autre côté Bank of America. Dans l'étude de Fidelity, ils ont pris l'exemple d'un investisseur type qui aurait investi 10 000 $ dans le S&P 500 le 1er janvier 1980, et ils ont mesuré combien il aurait en mars 2020 en fonction
fonction de ses comportements. S'il n'a pas touché à son argent et qu'il n'a rien fait, il finit avec 697 000 $. S'il a un petit peu touché son argent et qu'il a raté les 5 meilleurs jours du marché sur cette période de 40 ans, il se retrouve avec 432 000 $. S'il a raté les 10 meilleurs jours, il finit avec 313 000 $. Et s'il a raté les 30 meilleurs jours, il finit avec 115 000 $. Le pire scénario, c'est s'il a raté les 50 meilleurs jours. À ce moment-là, il se retrouve avec 48 000 $. Alors là, tu te dis comment est-ce qu'il peut rater ces jours-là? En fait, il y a pas mal de gens qui font ce que je disais au début de la vidéo, c'est-à-dire qu'ils vont vendre en se disant ah ben je vais racheter quand ça va recommencer à monter, tout ça et tout, et du coup qui ratent les meilleurs jours. Et c'est typiquement en fait cette étude-là, elle permet de démontrer que ça vaut le coup de rester investi dans le marché et de ne pas vendre les actions dans lesquelles on croit, parce que si tu ne vends pas, en fait, tu as plus de chances de bénéficier des meilleurs jours. Et donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été encore mieux mesuré par l'étude de Bank of America. Ils sont partis sensiblement sur le même principe que Fidelity, mais ils ont été un petit peu plus loin, en prenant toutes les données depuis 1930. Et donc là, ils sont partis du même postulat, donc quelqu'un qui aurait investi dans le S&P 500, qui aurait là aussi investi 10 000 $, et ce qu'ils ont démontré, c'est que si tu ne touches pas à ton argent, et que tu vis jusqu'en 2020, donc investir 10 000 $ en 1930 et vivre jusqu'en 2020, bon voilà, mais mathématiquement, ça explique des choses. Tes 10 000 $ se sont transformés en 1 771 500 $, soit une rentabilité de 17 515%. Si par contre, tu as raté les 10 meilleurs jours de chaque décennie, donc en moyenne un jour par an, un seul jour par an, tes gains ne sont plus que de 28%. Ça fait un sacré écart quand même. Encore plus intéressant, ils ont mesuré que ces fameux 10 meilleurs jours par décennie arrivent souvent juste après les périodes de crash, en moyenne 10 jours après les périodes de baisse les plus longues et les plus dures. Le problème, c'est que c'est impossible de savoir quand est-ce qu'une période dure, elle se termine. Tu peux pas te dire « Oh, tiens, c'est aujourd'hui » et commencer à réinvestir instantanément tout ton argent. C'est pas quelque chose qui est, psychologiquement possible, c'est très compliqué à faire, et au-delà de ça, ça demande énormément d'analyse, et il y a très peu de gens qui en sont capables. Donc le mieux, c'est juste de rester investi dans le marché, de continuer à investir de façon continue sans scier, que le marché soit vert ou que le marché soit rouge, et si tu fais ça, normalement, tu as beaucoup plus de chances de sortir ton épingle du jeu. Donc cette technique d'investissement, ça s'appelle le dollar cost averaging, ou DCA pour les intimes. C'est sûrement une des techniques d'investissement les plus simples dans la théorie du moins. Il faut investir les mêmes sommes, aux mêmes périodes, de façon régulière et de façon continue. Donc si tu décides d'investir, c'est mieux d'investir typiquement 300 € par mois tous les 5 du mois pendant 15 ans, plutôt que 1 000 € une fois de temps en temps, une fois tous les 3-4 ans, quelque chose comme ça. C'est pas aussi intéressant en fait, parce que si tu le fais en fonction de la pluie, du beau temps, ou du dernier tweet d'Elon Musk, eh ben ça ne marche pas. Et c'est très simple dans la théorie cette technique-là, mais ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de sang-froid, et tout le monde n'en est pas capable. Mais si tu te poses la question du coup de est-ce que c'est le bon moment d'investir, la réponse elle sera toujours oui. Si tu me poses cette question-là, ce sera toujours oui, c'est toujours le bon moment pour investir, juste il faut investir dans les bonnes choses. Donc maintenant, dans quoi est-ce qu'on investit? Parce que la situation elle est quand même assez particulière en ce moment, et il y a quand même quelques stratégies à mon avis qu'on peut utiliser si on veut tirer le meilleur parti de 2022 et tirer un peu son épingle du jeu. Comme d'habitude, quand je parle d'action ou d'investissement en bourse, ce n'est que mon avis, ce n'est pas du conseil en investissement, pensez à bien faire vos propres recherches. Encore une fois, l'illustration parfaite, c'est il y a quelques mois ou quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur les cryptos dans lesquels j'investis en ce moment, je parlais du Luna, j'investissais dans le Luna, et aujourd'hui le Luna vaut 0 $. Donc si tu as suivi ma stratégie d'investissement alors que t'as pas fait ta recherche, ben peut-être que tu as aussi perdu de l'argent à cause de ça. Donc faites bien vos recherches et investissez uniquement dans les choses que vous comprenez et dans les choses qui vous intéressent et dans les choses qui ont un bel impact. Donc là maintenant pour les stratégies, on peut en adopter deux. Soit on investit sur les secteurs en tension, les secteurs qui vont bénéficier des différentes crises qu'on connaît en 2022, soit on investit sur tout ce qui s'est déjà cassé la tronche en comptant sur le fait que ça va remonter un jour. Pour la première stratégie, il faut s'appuyer sur ce qu'on s'est dit en début de vidéo vis-à-vis des raisons du crash, et ça va nous donner plusieurs secteurs sur lesquels à mon avis on peut investir. Le premier secteur, c'est indubitablement, c'est celui de l'énergie. Avec l'augmentation des prix et l'évolution des besoins, c'est à mon avis le bon moment pour investir dans les entreprises qui sont sur ce secteur. Donc on peut le faire soit en achetant des actions directement sur des acteurs comme Total par exemple, typiquement si on veut pas prendre trop de risques et qu'on veut rester dans des actions qui sont assez conservatrices, mais si on veut prendre des choses qui changent un petit peu, on peut investir dans des entreprises dans les énergies renouvelables comme BEPC, Brookfield Renewable Corporation, qui se trade à New York, ou CPX, Capital Power, qui se trade à la bourse de Toronto, qui sont deux pure players des énergies renouvelables et qui ont des chiffres qui sont vraiment solides. Petite parenthèse sur CPX, c'est une entreprise que j'aime beaucoup parce qu'en plus, en plus de faire du renouvelable, ils font beaucoup de gaz naturel, et en ce moment le gaz naturel c'est typiquement une ressource qui est en tension, donc à mon avis ils ont quelques belles années devant eux et leurs chiffres financiers sont très très bons. Donc petite parenthèse là-dessus, mais CPX c'est une entreprise que j'aime bien en ce moment. Si on veut prendre plutôt des ETF histoire de limiter le risque et puis d'investir un petit peu plus large, on a chez Lyxor le MSCI World Energy qui permet d'investir dans toutes les entreprises de l'énergie dans le monde et qui fait des très belles
belle performance depuis le début de l'année. Donc ça peut être une bonne alternative si on a envie d'investir dans des ETF. Deuxième secteur qui est un peu en tension, c'est celui du pharmaceutique ou de la santé en général. Dans les actions individuelles, là on aura forcément des actions comme Pfizer, Moderna, qui même s'ils bénéficieront plus autant de la crise Covid, ont montré leur avance technologique et seront sûrement en pointe sur de nouveaux traitements qui vont venir plus tard. On peut aussi investir dans des ETF. Là, moi, je préfère les ETF sur la santé parce que c'est un secteur que je maîtrise moins bien. Donc, des choses beaucoup plus larges comme le Lyxor MSCI World Healthcare qui regroupe toutes les entreprises santé du monde, ou le Lyxor Stocks Europe 600 Healthcare, là aussi, qui regroupe du coup toutes les entreprises healthcare d'Europe. Et donc, du coup, à mon avis, c'est des valeurs relativement sûres avec les crises sanitaires, mais aussi avec le vieillissement de la population mondiale, parce que forcément, tout le secteur de la santé est amené à grossir avec le vieillissement général de la population, surtout aux États-Unis et en Europe. Donc c'est les secteurs qui, même s'ils sont en tension aujourd'hui, ils vont rester en tension à mon avis sur plusieurs années, donc ça vaut le coup à mon avis d'investir dans ces secteurs-là. Ensuite, ce qu'on peut faire pour tirer son épingle du jeu, on peut investir de façon géographique. Avec toutes les crises actuelles, il y a les USA qui sortent vraiment leur épingle du jeu, encore une fois, en fournissant des armes à l'Ukraine pour leur guerre, de l'énergie à l'Europe pour se libérer de la Russie, des vaccins au monde entier pour lutter contre le Covid. En plus, ils sont loin de la guerre, ils ont très peu de chances d'être touchés. Ils profitent et ils ont profité de la crise sanitaire pour rapatrier une bonne partie de leur production sur leur sol, ce qui va forcément les aider à croître sur le long terme et qui leur permet de garder une bonne production malgré le fait que la Chine soit un petit peu à la panade en ce moment. Donc les États-Unis, d'un point de vue géographique, je sais que je le dis dans beaucoup de vidéos, mais c'est à mon avis c'est un bon endroit dans lequel investir d'un point de vue géographique. Donc là, si on veut investir sur les États-Unis, je pense que c'est plus simple de prendre des ETF comme le S&P 500, le Dow Jones Industrial, le Russell 2000, parce que les entreprises individuelles, même si on investit dedans dans une logique géographique, je pense que c'est moins représentatif de la puissance d'une économie que ne vont l'être les ETF que j'ai cités avant. Et donc du coup, je pense que c'est plus intéressant d'investir dans des ETF quand on investit dans une logique géographique. Après, il y a d'autres secteurs qui vont bénéficier de la crise actuelle, de la situation actuelle, le BTP avec la reconstruction de l'Ukraine, et le secteur du logement qui est en tension dans pas mal de pays, le secteur de l'armement, même si c'est assez difficile d'y investir parce que les entreprises, elles sont rarement publiques, les États les protègent beaucoup, le secteur du tourisme avec la reprise de l'activité suite à la crise sanitaire, le secteur de l'alimentaire, aujourd'hui c'est un secteur qui est en tension, donc il y a pas mal d'options si on veut vraiment sortir son épingle du jeu en choisissant certains secteurs. Puis du coup, si on choisit la deuxième stratégie, qui est d'investir dans ce qui s'est caché la tronche, là c'est pas très compliqué. Tout le secteur de la tech aux USA, c'est complètement en panade, il s'est complètement planté, les opportunités elles manquent pas, il y a Amazon qui est vraiment pas cher en ce moment, Nvidia qui est vraiment pas cher, Netflix après le crash qui me semble très très intéressant, parce que clairement, encore une fois comme je le disais, ils ont pas perdu les 2/3 de leur valeur à mon avis, et c'est pourtant ce que reflète leur valorisation en bourse aujourd'hui. Donc il suffit de trier par tout ce qui a perdu le plus de valeur et de regarder les entreprises qui t'intéressent, mais à mon avis il y a pas mal d'opportunités dans ce qui s'est cassé la tronche pour les racheter maintenant, parce que voilà, typiquement Amazon aujourd'hui il trade quasiment, il trade à des valeurs qui sont très très basses par rapport à ce que, à mon avis, l'entreprise va ramener dans la continuité. Donc ça vaut le coup, à mon avis, d'investir dans ce qui s'est déjà cassé la tronche. Maintenant, pour ce que moi j'en pense, encore une fois, ce n'est que mon avis et mon attitude devant ce marché. Ce que j'en pense, c'est que, on n'a pas fini de souffrir. Je pense que même si ça vaut le coup aujourd'hui de continuer à investir, comme je l'ai dit dans cette vidéo, il faut continuer à investir. C'est le bon moment d'investir. Les prochains gros patrimoines vont se créer dans cette période-là, quand on est un investisseur long terme du moins. Il est quand même très probable que les premiers mouvements sur la fin 2022 et même sur 2023 continuent à se faire vers le bas. Et même s'ils vont remonter à terme, il va y avoir de la douleur avant qu'on voit du vert. Mais mon attitude autour de ça, c'est que c'est franchement une bonne nouvelle. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, donc en 2020 et en 2021, comme je le disais, moi je fais partie de ces gens qui se sont intéressés à l'investissement à partir du moment où ça s'est démocratisé, tout faisait que monter tout le temps. Chaque semaine, toutes les actions qui m'intéressaient battaient des nouveaux records non-stop, à tel point que tout ce qui m'intéressait était systématiquement surévalué et ne valait pas le coup d'être acheté. Donc quand je regardais les données des entreprises, leur cash flow, leurs revenus, leurs prédictions, tout ça, ça me faisait tout penser que c'était pas le bon moment pour investir parce que les entreprises étaient clairement survalorisées en bourse par rapport à ce qu'elles valaient vraiment à mon avis. En revanche, maintenant que le marché a baissé et que certaines de ces entreprises qui m'intéressaient valent entre 35 et 65% de moins que ce qu'elles valaient il y a encore quelques mois, moi je suis un mec qui suis plutôt content. Et ce que je dis là, c'est aussi vrai pour le marché des cryptos, même si pour le coup, je vais pas m'avancer à faire des prédictions sur le marché des cryptos qui est beaucoup plus difficile à anticiper à mon avis, mais je pense que il y a des belles opportunités aussi sur le marché des cryptos en ce moment. Donc oui, mon attitude, elle est plutôt positive quand je vois le marché tel qu'il est aujourd'hui. Je sais que ça fait plus cool, souvent, que c'est un peu plus vendeur d'être négatif et de dire « Oh mon Dieu, le crash va continuer, l'inflation va grignoter votre épargne, la fin du monde est proche, on va tous mourir », ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de gens qui tiennent ce type de discours-là sur la bourse en ce moment, mais moi je pense que ça va s'améliorer, même si c'est pas pour tout de suite. Je pense que
que ça va finir par s'améliorer, et que du coup, à partir du moment où ça va finir par s'améliorer, ça vaut le coup d'investir maintenant. Les fondamentaux des entreprises qui m'intéressent, ils n'ont pas changé. Je suis très confiant dans le fait que d'ici 2, 3, 4 ans peut-être, le crash qu'on est en train de vivre, ce sera plus qu'un tout petit truc sur le graphique une fois qu'on aura dézoomé. On regardera, on se dira, ah oui, putain, en 2022, ça s'est un peu cassé la tronche, mais bon, c'est reparti. Et puis en plus, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une telle correction, je pense qu'il y en avait besoin pour le marché, je pense que le marché était surévalué, donc ça fait du bien qu'il ait baissé. Donc voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je pense que j'aime bien le marché tel qu'il est aujourd'hui, et ça me donne envie de continuer personnellement à investir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle était un petit peu longue, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, et on se retrouve à la prochaine. À ciao, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Bisous.